Sitrep as Transaction approved. No, they're here already. Tommy, Since last night's declaration of martial law, the soldiers are moving in to secure key areas in all major In response to UN presence in Minneapolis. Alors bonjour, bienvenue à cette capsule eschatologique du 27 novembre 2012. Nous sommes effectivement le 27 novembre et je vais vous parler de la situation qui se passe actuellement au Moyen-Orient. C'est absolument, je vous dirais, c'est extraordinaire de voir ce qui se passe actuellement. Et de voir qu'actuellement, on a une prophétie comme Isaïe 19 qui se déroule à grands pas en Égypte. En date d'aujourd'hui, le président Morsi vient de déclarer la loi martiale en Égypte. Et il correspond en tout point au nouveau roi qui va être proclamé, plus cruel que le précédent, que Isaïe 19 nous démontre et nous parle. Et aussi, il y a vraiment une guerre civile actuellement en Égypte, qui correspond encore une fois à Isaïe 19, où les frères égyptiens s'affronteront entre frères égyptiens, et que les plans de l'Égypte pour la destruction d'Israël vont tomber dans le fond dans le néant. L'Éternel va intervenir et va faire de l'Égypte, de son plan de destruction, un plan dérisoire, et va complètement détruire le plan de l'Égypte d'intervenir contre Israël. Maintenant, on va juste faire une parenthèse sur, premièrement, les gens qui ont suivi Planet X 2012, le sexe et allié de Avebury 2008, se posent bien des questions. C'est quoi tu penses? Qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, j'ai décidé d'étudier ce sexe et allié-là, parce que c'était quand même, ça parlait d'un sujet qui me tenait à cœur, celui de Planet X, la venue d'un gros objet dans notre système solaire. Et c'était un sexe céréalier d'un premier genre, d'un nouveau type qu'on n'avait jamais vraiment rencontré avant, où on voit vraiment le système solaire. Donc, on nous donne une date très précise, où on voit que l'alignement de ces planètes-là correspond au 21 décembre 2012. Ici, à droite, ce qu'on voit, c'est la Lune alentour de la Terre. Et la Lune est à la position du 12 décembre 2012. Donc, à partir du 12, on verrait une comète qu'on voit ici. Et dans le 21 décembre, on voit aussi un objet qui est ici. Et on voit que les angles correspondent beaucoup. Il y a toujours un petit niveau d'erreur. Et je vais vous expliquer les raisons qui nous ont poussé à vous montrer ce sexe céréalier-là comme étant vraiment quelque chose de très, très crédible. Et non pas infaillible, mais je peux vous dire que rien n'a été négligé et c'est pour ça qu'on vous l'a présenté. Je vais vous donner des exemples de qu'est-ce qui fait de ce sexe céréalier-là quelque chose d'unique. Une des choses, on voit ici, on avait déterminé que cet ensemble de symboles ici correspondait au Soleil avec un croissant de lune qui nous montre vraiment à quel moment on peut être. Donc, on voit des étoiles aussi ici, on les voit une, deux. On voit un ensemble, on voit le Soleil et on voit la Terre. Au début, on ne savait pas que c'était le Soleil et la Terre, mais c'est l'ensemble des étoiles nous démontre qu'il s'agit d'une carte. Je vais vous montrer un peu la carte. Attendez un instant. Voyez-vous, on a déterminé que c'était cette région du ciel-là, ici.
Et on a ici démontré l'endroit par où le soleil va passer. Et au 21 décembre 2012, le soleil va s'aligner, vraiment va traverser ce qu'on appelle l'équateur galactique. J'aime pas parler trop d'alignement, mais le niveau de l'écliptique, c'est ça, le niveau de l'écliptique de notre système solaire va vraiment, il descend actuellement, il descend dans la Voie lactée, et ce qu'on appelle l'équateur galactique, c'est vraiment, si vous imaginez comme un genre de chapeau, eh bien, vous coupez votre chapeau en deux. Eh bien, le milieu du chapeau, c'est l'équateur, si vous voulez, c'est le milieu. Et donc, on est comme un peu au-dessus du chapeau, on descend, on descend, on descend, et on va arriver vraiment dans le milieu, au niveau de l'équateur. Et c'est ce qu'on parle, c'est cet événement-là que les gens appellent qu'il y a un alignement galactique qui va se créer avec le centre de la galaxie le 21 décembre 2012. Alors, une des choses qui est assez extraordinaire, donc, c'est la suivante. On a vraiment appris, voyez-vous ici, M20, M8. On va retourner ici en arrière. C'est, voyez-vous, M20, M8. Ceci ici correspond, vous avez l'étoile M19 ici, qui est vraiment l'étoile la plus proche du centre galactique. Et donc, ici, vous avez le serpent en haut. Et lorsque on prend vraiment l'ensemble des étoiles et qu'on les compare ici à ce qu'il y a sur le cercle céréalier, vous voyez-vous, M19, qui est vraiment l'étoile la plus proche du centre galactique, eh bien, on fait une projection. Et voyez-vous, cette étoile-là ici, qui est la deuxième, vous en avez une, vous en avez deux. La deuxième est ici, une, deux, vous avez une, deux. J'ai mis les points de référence 3 et 4, donc 3 et 4, vous avez la 3 et la 4, 3 et la 4. Vous avez 1, 2, 1, 2. Alors, si on trace un triangle, on doit passer de part et d'autre. Ici, vous avez une ligne ici. Cette ligne-là ici doit passer de part et d'autre de l'étoile qui est nommée 4. Donc, on passe un triangle de part et d'autre de 4. Vous avez forcément un point de jonction. Vous arrivez, ah, tiens, c'est le soleil. Ou c'est un astre non identifié pour l'instant. Alors, quand on le fait sur une vraie carte, on voit ici que ça passe exactement à l'endroit où vous voyez le pointillé rouge où le soleil va passer. Donc, il faut forcément, qu'en cette date du 21 décembre, c'est exactement la position du soleil. Donc, cet astre-là ici ne peut être autre chose que le soleil. Et vous avez une nouvelle lune ici. Et on voit ici une éjection de masse coronale qui va changer de direction. Elle s'en va comme pour éviter la Terre. Et tout à coup, elle change de direction et vient frapper la Terre. Eh bien, pour ceux qui savent, qui ont suivi cette série-là, la première vidéo a été produite en 2010, je crois. Et attendez un instant, je vais vérifier la date. Donc, c'est ça, la date, là, voyez-vous ici, le cercle céréalier, la deuxième partie, nous donne la date du 3 octobre 2010. Mais je sais par cœur que la première version, que j'ai dû refaire parce qu'on l'a censuré, on a vraiment, il y a plusieurs de mes vidéos que, bon, certaines musiques se retrouvent partout sur YouTube, mais moi, si je les utilise, ces mêmes musiques-là, eh bien, on va mettre d'autres images, on va enlever le son, eh bien, puis j'ai aucun avertissement, je ne reçois, bon, les gens qui me disent, écoute, on n'est pas apte de voir, j'ai aucune idée parce que moi, j'ai aucun avertissement de YouTube, c'est très insidieux. Alors, c'est des gens comme vous qui m'avertissez qu'il y a un problème technique et à ce moment-là, c'est par vos yeux et vos oreilles, je peux le savoir et là, j'essaie de faire des modifications. Donc, j'ai dû refaire la première de la série et vous comprendrez que stratégiquement, si on détruit la première d'une série de vidéos, celui qui veut voir la série, se frappe le nez sur la première vidéo qui est déjà comme bannie, eh bien, il va souvent pas regarder les suivantes. Donc, j'ai dû refaire la première et c'était le 29 septembre 2010, la première. Et donc, si vous avez cette série-là qui a été sortie, et à un moment donné, je fais la démonstration que effectivement, ici, le cercle nous démontre que les éjections de masse coronale peuvent changer de direction. Eh bien, c'est très, très inusité. C'est quelque chose que j'ai montré, que j'ai expliqué, mais au niveau de la science, personne à ce jour n'avait dit que c'était possible, sauf
Attendez un instant. J'ai beaucoup d'informations d'ouvert. Ici. Voyez-vous, le 21 septembre 2010. Regardez le titre. Les tempêtes solaires peuvent changer de direction. Une forecaster, ça veut dire une prédiction surprenante. Alors, vous lirez l'article, je vais vous mettre dans le lien disponible et vous pourrez voir par vous-même. Vous avez une vidéo. La vidéo ici, je vais vous la montrer. Je l'ai mis dans mon extrait Planetix, mais tout de même. Voyez-vous ici une éjection de masse coronale. On va grandir l'image. On va la voir mieux. Et elle change de direction. Au début, elle devait éviter la Terre, mais vous allez voir que finalement, voyez-vous, c'est une date de simulation qui est écrite le 13 décembre 2008. Mais ça a pris 2 ou 3 ans avant, c'est-à-dire 2 ans, parce que c'est en 2010. Ils ont analysé l'information. Et ce que l'article nous dit, c'est que ils ont dû vraiment vérifier pour voir s'il n'y avait pas une erreur dans l'ordinateur à plusieurs reprises, pour se rendre compte que non, il n'y avait aucune erreur, que c'était possible. Et je peux vous dire que les scientifiques, dans l'article, se sont vraiment gratté la tête à plusieurs reprises. C'est quelque chose qui était absolument inconnu et même non plausible. Alors que, voyez-vous ici, this really surprised us. Ceci nous a vraiment surpris. Peter Gallagher du Trinity College in Dublin, Ireland. Bon, et donc, voyez-vous cette simulation-là, qui a été faite en décembre 2008, donc, a été vraiment analysée. Ils ont pris le temps. Ils ont sorti l'article seulement le 21 septembre 2010, alors que le cercle céréalier d'Avebury est arrivé au mois de juillet 2008. Comment c'est possible que le cercle céréalier nous montre quelque chose avant même qu'eux aient des données? Les données sont arrivées 6 mois après et l'analyse 2 ans plus tard. Vous voyez qu'on n'a pas fait cette analyse-là par hasard, basé sur juste, bon, c'est un cercle céréalier et on va le publier. Notre foi n'est pas dans les cercles céréaliers, je le répète, nous ne mettons pas notre foi dans les cercles céréaliers. Et alors, on voit ici, le résultat était tellement étrange que on s'est dit au début qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Après une triple vérification, bon, qu'ils ont fait sur des dizaines d'éruptions. Mais l'équipe a su qu'il y avait vraiment quelque chose finalement, qu'il n'y avait pas d'erreur, puis qu'il devait vérifier ça comme il faut, que c'était une nouvelle découverte. Et donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est une des raisons qui démontre la profondeur de ce cercle céréalier-là. On m'a déjà dit, ah, mais ça, c'est des technologies comme art, puis ils peuvent venir faire des dessins, puis il y a quelqu'un qui paye Saint-Python, puis font un dessin. Oui, c'est bien beau, mais comment cette personne-là qui paye sur le bouton savait quelque chose qui n'est pas connu? C'est ça que j'aimerais qu'on m'explique, c'est-à-dire que le dessin, il faut quand même le faire, puis il y a des codes à l'intérieur de ces choses-là qui, c'est autre chose de dessiner, de faire un dessin avec un équipement que tu payes juste sur un bouton. C'est une autre chose de faire un dessin qui démontre des codes extrêmement intelligents, puis je vais vous montrer d'autres choses sur ce céréalier-là. Mais ça n'a pas été la première raison pour laquelle on l'a publié, parce que nous ne savions pas que cet article-là existait lorsqu'on a parlé que ce cercle céréalier-là nous montrait une éruption de masse coronale qui changeait de direction, comme on le voit ici. On ne connaissait pas. Cet article-là nous est venu dans la main plus tard et nous l'avons mis dans la série Planetix un peu plus tard, après avoir démontré le cercle céréalier. C'est ça qui est assez extraordinaire. Je vais vous donner maintenant un autre exemple de pourquoi on a publié ce cercle céréalier-là.
Ça ici, on peut le fermer. Ok, je crois que à partir de ceci... Bon, ici c'est très révélateur de ce que je vais vous parler. On va mettre l'image d'ensemble. Vous voyez que toutes les photographies ont été prises via un petit avion et il n'y a aucune photographie qui a été prise vraiment perpendiculaire à la surface de la Terre, c'est-à-dire l'avion se place complètement au-dessus du cercle céréalier et on prend une photo à 90 degrés vers le bas pour avoir vraiment une idée des angles. Comme vous voyez ici, on sait que ces deux lignes, cette ligne-là ici et cette ligne-là sont parallèles parce qu'on les voit, il n'y a pas de rapprochement. Les deux gardent une distance égale de part et d'autre le long de leur prolongement. Ça, donc on sait que c'est deux lignes parallèles. Mais étant donné que la photo est prise à angle, voyez-vous que si c'est deux lignes parallèles, et je trace deux autres lignes parallèles ici, je sais que ces deux lignes-là, la rouge et la bleue, donc, sont perpendiculaires aussi. Donc, il s'agit de cette surface-là ici, il s'agit donc d'un carré parfait. Voyez-vous que vous la voyez comme un losange et non pas comme un carré. Comment c'est possible? Eh bien, c'est parce que la photo est prise à angle. Et ça pose un problème. Ça pose un problème pour déterminer les degrés. C'est quoi l'angle réel entre le point central ici et le centre de la comète? Ben, on ne peut pas le savoir vraiment parce que l'angle réel est distorsionné à cause que la photo a été prise à angle au départ. Et les gens qui ont fait, ou les personnes, ou peu importe qui a fait ce cercle céréalier-là, savaient qu'on ne pourrait pas prendre une photo complètement au-dessus du cercle et avec les équipements dont on possède actuellement et la technologie dont on possède. Et donc, on devait prendre absolument des photos à angle. Vous allez me dire pourquoi qu'on devait absolument prendre des photos à angle? Eh bien, ce qu'on sait, c'est que les vrais cercles céréaliers dégagent des signaux radio et des énergies magnétiques. Et ils émanent ce type d'énergie-là. Et si vous vous promenez en avion au-dessus, vraiment au-dessus des cercles céréaliers, eh bien, vous risquez de vous écraser. Tous les appareils électroniques viennent folles. C'est pareil comme si vous preniez un aimant puissant, vous le mettez à côté de votre ordinateur personnel, vous allez voir, votre ordinateur va cesser de fonctionner. Non seulement il va cesser de fonctionner, mais vous ne pourrez plus le repartir, il va être bousillé complètement. Alors, c'était extrêmement dangereux. Il voyait que aussitôt qu'il s'approchait d'une certaine distance du cercle, les équipements commençaient à s'affoler. Et ça, c'est un signe des authentiques cercles céréaliers. Je ne dis pas que tous les cercles céréaliers nous disent des vérités, mais ça peut être des plans, ça peut être des choses négatives ou positives, peu importe, il y a toujours un message derrière les cercles céréaliers. Et vous allez me dire comment tu as fait pour déterminer les angles. Eh bien, c'est pas compliqué. Si vous avez deux lignes perpendiculaires, eh bien, si vous en tracez deux autres qui sont perpendiculaires, il faut forcément que ce soit un carré parfait ici. Et à partir de cela, quand on calcule l'angle réel, ici, ça va donner un peu plus que 90 degrés. Vous voyez, c'est comme évasé, parce que c'est un losange. Eh bien, il y a moyen, avec en faisant une division de fraction, de rapporter l'angle que vous trouvez en angle réel. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez trouvé 113 degrés. Bien, si vous savez que votre 113 degrés, vous devez le multiplier par un facteur ou le diviser par un autre facteur, eh bien, vous allez arriver avec un angle réel de 93 degrés, puis vous l'appliquez à tous les angles que vous trouvez. Un coup, vous en avez fait une, vous avez toutes les autres. C'est très facile, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais pour vous expliquer plus concrètement comment ça fonctionne, regardez ça, vous allez voir une image vaut 1000 mots, c'est très simple. Voici un exemple de ce que je vous parle. Alors, vous voyez l'image de deux formes perpendiculaires, une à côté de l'autre. Les deux sont identiques, c'est pas compliqué. J'ai pris une, je l'ai copiée sur l'autre. Vous aviez une, et j'ai fait copie, et j'ai collé, et je l'ai mis à côté tout simplement. La distance entre les deux n'a pas d'importance. Et ce que j'ai fait, j'ai donné un angle ici à celle-ci. Elle est perpendiculaire et je ne change pas l'angle entre les deux, mais je vais la basculer avec un certain angle à l'intérieur de l'image, si vous voulez. Je sais que c'est abstrait un peu, mais je vais la basculer comme si elle rentrait dans l'image. Et je vais la pivoter aussi un petit peu vers la gauche. Alors, voici ce que ça donne.
Donc, ça donne ceci. Lorsque vous regardez l'angle ici, je n'ai pas changé l'angle entre cette ligne-là et celle-ci. Pourtant, si vous mettez un rapporteur d'angle sur l'image, sur l'écran de votre ordinateur, vous allez voir qu'il y a plus que 90 degrés. Alors que dans les faits, il n'y a rien de changé. C'est vraiment 90 degrés que vous avez ici, exactement comme là. Donc, pour imaginer mieux, une vraie ligne à 90 degrés donnerait un coup bien placé. Ceci. Là, si vous prenez un rapporteur d'angle, vous allez avoir 90 degrés entre cette ligne-là et cette ligne-là. Et donc, vous avez une erreur d'environ, je dirais quoi, 15 degrés ici, 13 degrés peut-être. Je ne l'ai pas calculé. Et c'est ce que j'ai fait avec le cercle céréalier, c'est-à-dire que j'ai tout rapporté de telle sorte qu'on ait le plus près possible l'angle réel. Et là, voici le point, vraiment le point important de ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer. On va retourner. Pardon, j'ai des choses ouvertes en grande quantité. On va retourner à l'image. Bon, celle-ci. Alors, voyez-vous ici, on a la fameuse comète. L'angle de la queue, un angle de queue est toujours dans l'opposé de la direction du soleil. Et donc, ça correspond pas mal à l'objet qui est ici. Le soleil est là, donc la queue est quelque part projetée dans l'angle ici en arrière. Et on voit cette comète-là ici. Et voyez-vous la ligne que l'agriculteur a fait? Eh bien, elle se mixe parfaitement à la ligne ici de ce qu'on peut voir. Maintenant, ce qui nous a permis de déterminer, de faire un calcul des angles assez précisément, puis des positions, de calculer la position en angle des éléments comme l'élément de l'étranger ici, l'élément de cet objet-là ici, etc., etc. Eh bien, c'est parce que j'avais des points de référence, j'avais les lignes que l'agriculteur, si vous voulez, avait fait avec ses équipements. Et on voit ici des lignes parallèles. Donc, les gens qui ont créé ça, il faut vraiment, là, mais écoutez bien, il faut vraiment avoir... je veux dire, il faut que quelqu'un ait vu cette image-là avec un satellite où ça prend absolument une vue aérienne. Parce que si vous n'avez pas une vue aérienne, vous vous promenez dans le champ, vous ne voyez rien. Vous voyez, tout ce que vous voyez, c'est des brins d'herbe. OK? Vous n'avez aucune perspective, vous ne savez pas de quoi vous parlez, vous ne pouvez pas voir que ces lignes-là sont parallèles. Et ça vous prend une vue d'ensemble. Donc, les personnes ont dû arriver, choisir le lieu, dire « Ah, tiens, c'est parfait, et voilà, il y a un élément astronomique. » Et tout va fonctionner, on va le placer de cette façon-là, exactement au niveau des lignes, etc., etc. Il faut ici que ça fitte aussi avec la distance. Voyez-vous, la ligne de l'agriculteur a été faite, c'est parfait pour nous, c'est l'angle qu'on cherche. Donc, quand vous additionnez tout ça, déjà, le site, la sélection du site pour fabriquer un tel dessin, un tel motif dans dans la nature, si vous voulez, eh bien, ça tient de l'extraordinaire. Il n'y a rien d'ordinaire dans cette chose-là. C'est extraordinaire. Juste ça, c'est quelque chose de fascinant au départ. Alors, c'est bien beau, encore une fois, de peser sur un bouton pour faire des images. Ah, c'était fait avec ARP, pas de problème, il a pesé sur un bouton. Mais là, il faut choisir le site. Il faut choisir le site pendant que la personne qui est propriétaire de ce champ-là ait fait les motifs qu'il faut. Puis il faut le déposer à l'endroit dans des dimensions précises, etc., etc. Alors, c'est assez exceptionnel. Ça, c'est une des raisons, c'est une des choses qui nous a fascinés de ce cercle céréalier-là. Alors maintenant, on va parler de quelque chose, voyez-vous ici, il nous a été permis, grâce aux lignes qui ont été faites par les équipements de l'agriculteur, ça nous a permis de tracer une quantité de lignes, d'évaluer les angles, de savoir exactement d'où venait l'objet. Et lorsqu'on a écrit que ça venait si vous tracez la ligne jaune en sens inverse, vous arrivez exactement dans le cœur ici du serpent. Vraiment, c'est assez fascinant au degré près. Alors, c'est pourquoi qu'on a été capable d'avoir 43 degrés ici, 40 degrés là.
Il y a peut-être un petit risque d'erreur entre les deux. C'est peut-être le même angle, mais moi, je doute que ce soit le même angle. Et la raison est la suivante. Ici, à gauche, on a un alignement des planètes au 21 décembre. Ici, à droite, c'est le 12 décembre. Veuillez noter que la période Maya du Hunab-Ku. Le Hunab-Ku, c'est une période de temps qui commence le 12 décembre 2012 et se termine le 21 décembre 2012. Vous avez le début ici, le 12 décembre, et vous avez le 21 décembre ici. La carte qui est ici, elle, c'est du 21 décembre 2012. Le Soleil est vraiment au centre de l'équateur galactique. Il traverse le centre de l'équateur galactique. Et donc, l'ensemble des degrés qui ont été trouvés, eh bien, c'est fascinant de voir que l'objet qu'on voit dans le ciel ici correspond en angle exactement à l'objet qu'on voit ici. Ça, c'est fascinant. C'est vraiment fascinant. On sait que par rapport à la Terre, la Lune, ici, est placée, on peut l'identifier. Vous pouvez prendre un logiciel, vous allez voir que ça correspond. La Lune correspond à un angle, qui est vraiment du 12 décembre 2012. Si on trace une ligne là, si on suppose que le Soleil est vraiment perpendiculaire suivant la ligne bleue. Alors l'angle qui est ici entre la Lune et cette ligne bleue-là, ici, cet angle-là, correspond à l'angle de la position de la Lune au 12 décembre 2012. Eh bien, voyez-vous ici, vous avez aussi, ça faisait une ellipse parfaite, et vous avez un angle ici, et les deux angles correspondaient les unes envers les autres. Ça, c'est des rappels, on le voit ici. On pouvait tracer une ellipse. Il s'agit vraiment d'une ellipse. C'est vraiment une forme d'ellipse qui a été faite. Ça prend une précision absolument extraordinaire de faire de telles choses. Et on voit ici que l'angle est autour de 33 degrés. Ici, on le voit. Donc, on essaie de nous dire que par rapport à l'écliptique, l'objet a un angle d'incidence de 33 degrés. C'est très, très subtil. À première vue, lorsqu'on regarde l'ensemble du sexe allié, il est impossible de deviner ou de voir une telle chose. Alors, encore une fois, la personne qui pèse sur un bouton, facile de peser sur un bouton, puis tout se fait, mais programmer l'intelligence, programmer la codification, la subtilité qu'il y a derrière tout ce dessin-là qui a été fait, je vous le dis, là, c'est une autre chose. C'est probablement aussi difficile que la technologie elle-même qui peut le faire. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas Harp qui a fait ça. Les spécialistes des crop cycles ne savent pas. Ce que je peux vous dire que la Bible nous dit, il va y avoir des signes sur la terre, dans les cieux, et sous terre. Il va y avoir des signes dans les cieux et sur la terre. Donc, des signes sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça peut être des signes de cercle céréalier, ça peut être d'autres types de signes. La Bible ne nous dit pas, moi, l'Éternel, je vais faire des signes. Et mes élus, regardez-les, vous allez savoir que la fin est proche. Non, non, il nous dit de regarder les signes. Ça peut être des signes diaboliques, ça peut être des signes faits peut-être par des anges que Dieu envoie. C'est lui qui est le grand Manitou, c'est lui qui est le boss. C'est pas moi qui décide. Eh bien, il faut avoir du discernement quand on regarde de tels phénomènes. On ne peut pas dire, je mets ma foi dans des cercles céréaliers. La seule foi que vous devez vraiment, vraiment et immédiatement, le plus vite possible, accepter, c'est celle que Christ vous a enseignée dans ses évangiles, le message que Jésus nous a donné. Et ça, c'est un message qui est authentique. Il nous demande de vérifier, il est écrit dans l'Apocalypse, que l'esprit de l'Apocalypse est l'esprit de Jésus lui-même. Eh bien, il nous demande de vérifier les signes, et c'est ce que moi je fais. Je fais de l'eschatologie. Et cette eschatologie-là, eh bien, il y a toujours un risque d'erreur, moins dans les événements que dans les périodes de temps. Alors, je m'explique, moins dans les événements que dans les périodes de temps, c'est-à-dire que la Bible est claire sur ce qui va se produire à la fin. Il nous donne des signes pour savoir, puis des barèmes très précis pour savoir si on est au début, au milieu, à la fin, etc. Et je peux vous dire que tous les signes qui nous annoncent la fin actuellement sont tout présents. Il en manque pas un. Et je crois personnellement que Barack Obama s'est identifié de façon ultime comme étant l'Antéchrist. Il l'a fait cet été au 27 juillet. Vous avez les détails de ça dans ce que j'appelle une nouvelle d'urgence. Et actuellement, la situation au Moyen-Orient, je vais y revenir, c'est extrêmement révélateur. Je vais vous montrer des subtilités de ce qui se passe là-bas. Écoutez,
on dit en anglais mind-blowing. Ça nous explose la tête. Notre intellect est submergé. On se dit, c'est incroyable. On connaît les Écritures, on les voit se dérouler, mais on se dit, on a peine à croire, mais c'est la vérité. La parole de Dieu est infaillible. Elle est précise comme un métronome. Et c'est absolument toujours fascinant de voir que les prophéties d'une à l'autre se déroulent. Et tu te dis, mais comment c'est possible? Il y a toujours un événement inattendu, puis c'est finalement, la Bible a raison. Les probabilités sont de 0% que la Bible a été écrite par un homme ou même une intelligence hors du commun. Ça prend une intelligence parfaite, sans bavure. Ça prend une intelligence d'une force, d'une personne qui est la personne de Dieu, l'Éternel. Ça prend cette personne-là qui vit hors du temps et qui connaît toutes choses depuis le début de la fondation, tel que la Bible nous le dit. Sinon, vous ne pouvez pas arriver à un résultat comme on a actuellement. Et je vais vous dire une chose. On ne le saura pas avant le 12 décembre, selon le cercle céréalier, si on va voir apparaître une comète ou pas. C'est ce qu'on appelle la croisée des grands chemins pour cette série-là, mais pas nécessairement pour toute la science qui est expliquée derrière cette série-là. Mais évidemment, si une partie du cercle céréalier s'avérait fausse, eh bien, il se peut qu'il y ait beaucoup de choses fausses. Sauf que le cercle céréalier nous annonçait une date. La date, on ne peut pas la nier à cause de l'alignement des planètes. Donc, on vous a amené une date de ces événements-là. Et donc, pour résumer, le cercle céréalier nous dit qu'il va y avoir une comète qui va apparaître dans le ciel. Elle est au niveau de l'orbite de Pluton, donc c'est encore très loin. Je vais vous expliquer quelque chose. L'orbite de Pluton, si vous êtes un observateur, vous pouvez vivre sur Pluton. Vous regardez vers le Soleil. Qu'est-ce que vous voyez? Vous pensez une grosse boule? Non. Vous voyez une étoile. Une étoile peut-être un peu plus brillante que les autres en magnitude, mais vous voyez une étoile. L'objet est encore très, très loin. Mais, et c'est là que le bas blesse, l'objet va accélérer d'une vitesse qui va en surprendre plus d'un. Et je peux vous dire quelque chose. Je vais vous conter une anecdote, et c'est une anecdote qui est absolument réelle, qui est vraie. Il y a un producteur de films, un cinéaste, qui est un bon ami d'un bon ami à moi qui s'appelle Sheldon Day. Sheldon Day, lui, il a un site internet où il fait des études sur Planète X, puis qui dénonce les choses qui se passent actuellement. Il est chrétien. Et lui, son ami, c'est un producteur de films, et il a produit le film Funny Things Happen to the Way on the Moon. On the Way to the Moon, pardon. Alors, une chose drôle s'est produite lors du chemin vers la Lune. Et le film démontre que les États-Unis d'Amérique n'ont jamais posé le pied sur la Lune. C'est une fausseté. Et il démontre pourquoi. Et c'est fait en collaboration avec des scientifiques, et il n'est pas n'importe qui. Un des plus grands fabricants de roquettes et de fusées au monde. Et c'est un de ses amis, c'est lui qui a financé son film d'ailleurs. Il lui a dit à un moment donné, il dit, tu veux faire un film là-dessus? Parfait, je vais te donner la preuve scientifique que c'est impossible qu'il l'ait fait. Et c'est un des plus grands fournisseurs, cette personne-là, de producteur de fusées pour la NASA. Et il démontre qu'à l'époque de Apollo, lorsqu'ils sont supposés de s'être posés sur la Lune en disant que c'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, blablabla, eh bien, Neil Armstrong, eh bien qu'à ce moment-là, la technologie au niveau des fusées était tellement... ils étaient au niveau de la Corée du Nord actuellement. Ils n'étaient pas capables d'envoyer, même en orbite, une fusée où c'était très, très difficile. Alors, imaginez-vous la difficulté technique d'aller poser un module sur la Lune, l'amener en orbite autour de la Lune, premièrement, c'est déjà un exploit. Le faire atterrir, le faire remonter en haut, puis le faire ramener sur Terre. Eh bien, le producteur de ce film-là, eh bien, a dû rencontrer même des gens très haut placés au niveau de la CIA, au niveau du FBI, puis au niveau de la NSA. Et au niveau de la NSA, il y a 2 personnes qui l'ont rencontré. Et puis, ils lui ont assuré, ils lui ont affirmé que Planète X c'est réel. Ça, je remonte aux années 90. Ils lui ont dit qu'on étudie cette chose-là et on ne sait pas vraiment à quoi on a affaire. On sait que c'est une étoile avec des satellites. Mais l'orbite est tellement erratique qu'on doit la vérifier constamment. On ne sait pas exactement quand elle va être là, présente. Mais ils lui ont donné une fenêtre de temps. Ils lui ont dit pas plus tard que 2017,
Et on pourrait l'avoir à partir du mois de novembre 2013. Bon, là, vous allez me dire, novembre 2013, là, le cercle parle de 2012, donc le cercle est faux. N'allons pas trop vite. Ils lui ont dit que la vitesse de cet objet-là semblait varier. En fait, c'est qu'au fur et à mesure qu'elle s'approchait, elle rentrait sous l'influence des planètes comme Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus, les grosses planètes. Et que c'était tellement complexe qu'il y avait des choses qui changeaient. Et donc, qu'il n'y avait rien de déterminé là-dedans. Et moi, ce que j'ai fait, ce que je peux vous dire, c'est que on voit ici les 3 points d'entrée. On voit le point d'entrée ici. On voit en fait les 3 points d'entrée, 2 points d'entrée, un point d'entrée et un point de sortie. Point d'entrée ici, point de sortie. On sait que c'est une ellipse. Si je prends un logiciel, puis je fais passer une ligne ici, et je dois la faire passer exactement là, eh bien, ça va me donner un patron, un motif, une longueur d'ellipse bien déterminée, qui devrait, normalement, en toute logique, correspondre à l'orbite réelle de l'objet. On peut la reconstituer si on a 2 points. À un risque d'erreur de peut-être 15 ou 20%, oui, je l'admets, mais vous ne pouvez pas passer nécessairement n'importe quel point ici, parce que un moment donné, vous allez rentrer dans le soleil. Tu sais, je peux passer un point ici, dans cet arc-là, et il va ressortir ici, mais là, je rentre dans le soleil, donc ça ne fonctionne pas. Et lorsque on regarde, mettons, Sitchin qui parle d'un objet, ou d'autres astronomes qui se doutent qu'un objet passe entre Mars et Jupiter, alors ce que j'ai fait passer la ligne entre Mars et Jupiter, et ça m'a donné un motif que j'ai reconstruit dans un autre fichier que je vous montre maintenant. Alors, on va dégrossir l'image parce que ça, c'est vraiment si vous voulez, en rapprochement. Et ça utilise les lois de Kepler. J'ai fait une capsule eschatologique seulement là-dessus. Et ce que je fais, c'est que je reconstitue les points d'entrée et de sortie du cercle céréalier de Avebury. Vous avez votre point d'entrée ici. Ça, c'est l'orbite de Pluton. Ici, je vais le grossir un peu quand même. Donner une chance parce que vous n'avez pas des yeux bioniques. Pas encore, mais c'est ce qu'ils veulent faire de vous. Vous mettre des tissus, vous allez être des cyborgs. C'est en fait peut-être pas nécessairement vous, mais les générations futures. Voyez-vous Pluton ici? Bon, mais ça, c'est l'orbite de Pluton. Ce n'est pas à l'échelle, mais c'est quand même proportionnel, OK? Donc, le point d'entrée ici, vous avez un point de sortie ici, dans le coin d'Uranus. Donc, je tente Jupiter et Mars, voyez-vous ici. Et donc, forcément, si j'ai 3 points, point d'entrée, point de sortie, point intermédiaire, forcément, ça me donne une ellipse. Avec un logiciel, je ne peux pas tricher. Et ça m'a donné une distance qui est l'aphilie, qui est le point le plus éloigné ici qu'on voit, en haut. OK? Et le point le plus rapproché, qui est la périhélie ici, il faut grossir pour l'avoir. Et donc, tenant compte que vous voyez que le système solaire, c'est environ ça, et on est environ à 8 fois, 9 fois la distance du système solaire pour un tel objet, eh bien, on doit suivre les lois de Kepler. Et ça, je l'explique dans une capsule. Vous comptez les arcs de cercle. Si vous avez de ce point-là à ce point-là ici, l'objet a pris un certain temps pour faire cette surface-là. Vous prenez cette ligne-là jusqu'au point central, vous tracez une autre ligne, ça vous fait un triangle, vous calculez la surface du triangle, et cette surface de triangle-là doit être égale à la même distance ici quand vous faites un autre triangle. Et ce que vous allez voir, c'est que, évidemment, le triangle est beaucoup plus petit ici parce que l'objet, pour avoir un triangle égal, eh bien, doit parcourir une plus grande distance pour avoir un triangle de même surface. Et ce que ça démontre, c'est qu'entre ici et là, ça va prendre environ 5 mois, l'objet à traverser par en bas de notre système solaire. Et je pense que ces gens-là ont vraiment avisé ce cinéaste-là. Et j'ai un email qui prouve qu'est-ce que je vous dis, d'un échange de cet homme-là qui est cinéaste et qui a produit ce film-là. Je pense que je vais vous faire, je vais vous le filmer, je vais vous le montrer. Là, je ne veux pas perdre mon idée actuellement. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est exactement ça. C'est que c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Ça va rentrer, ça va ressortir. La Bible nous parle qu'il va y avoir 5 mois que les gens vont vouloir mourir, mais qu'ils ne trouveront pas la mort. Ça veut dire que les gens qui vont être survécus à ça, le day after, on peut appeler, les gens qui vont être dans une... Vraiment, le monde va avoir changé, va avoir été détruit, le monde tel qu'on le connaît,
à cause d'un événement majeur du passage de cet objet-là. Ce qui est spécial, c'est que la Bible nous dit ce qui s'est passé dans le temps de Noé va aussi arriver dans le temps de l'avènement du Fils de l'homme, qui est dans la fin des temps, quand Jésus revient. Et ce qui s'est passé dans le temps de Noé, c'est qu'il y a eu un déluge. Il y a eu un déluge, 40 jours, 40 nuits de pluie, mais avant que les eaux se résorbent, avant que les conséquences de cet événement-là, cataclysmique, se résorbent, ça a pris 5 mois. Alors, moi, je me dis 5 mois, on parle de 5 mois dans l'Apocalypse. Ce qui s'est passé dans le temps de Noé va se reproduire dans le temps de l'avènement de Jésus. Parfait. Mais la Bible nous dit que je ne détruirai plus jamais la terre de la même manière, non pas par l'eau, mais par le feu. La Bible est claire, c'est par le feu que la prochaine destruction va venir. Donc, il faut que cet objet-là nous cause de sérieux problèmes pendant 5 mois. Pour moi, je m'appuie sur ma foi dans la Bible. Et c'est peut-être une hypothèse, peut-être que j'interprète mal cette partie-là de la Bible, mais ça fait pour moi du sens. Et ce qui m'a vraiment étonné, j'ai pas triché quand j'ai fait ça, vous le voyez, les calculs m'ont donné 5 mois. Je veux dire, écoutez, faites ce que vous en faites. Je peux vous dire que j'ai fait ça avec le plus grand intérêt. J'ai mis toutes mes connaissances, j'ai travaillé d'arrache-pied, j'ai travaillé pendant 1 an et demi de temps avant de dire oui, je publie. Peut-être pas 1 an et demi, mais je dirais, j'ai commencé en 2010, c'est arrivé en 2008, ben ouais, 1 an et demi de temps, ouais, exactement ça, 1 an et demi de temps. Et je voyais aussi que ça correspondait aux événements géopolitiques, l'avènement de la puce électronique, mandatoire. Tout ça correspondait vraiment dans les temps. Et donc, ce cinéaste-là s'est fait dire par ces gens-là de la NSA que Planète X est réel, que ça s'en vient. Maintenant, je vous ai donné une fenêtre que cette personne-là s'est fait dire le 13 novembre, jusqu'au mois pas plus tard que l'année 2017. Cependant, que ça pouvait accélérer ou décélérer, c'était très très spécial parce que elle vient de sous l'écliptique, puis l'interaction est sans cesse changeante et surprenante. Alors, il y a bien des choses, ça c'est dans les années 90, il y a bien des choses qui ont pu avoir changé. Et moi, je soupçonne une très forte accélération de cet objet-là, comme on le démontre ici, et en utilisant les lois de Kepler. Il y a toujours un risque d'erreur, mais je peux vous dire que le risque d'erreur est quand même significatif sur la grandeur. Si on se base sur les hypothèses du sexe irréalien en ayant les points d'entrée-sortie, et on suppose que l'objet va passer entre Jupiter et Mars. Mais si je la fais passer un peu plus loin, à un moment donné, je suis limité. Sinon, je ne respecte plus les points d'entrée et sortie. Alors, on a quand même une erreur qui est possible, mais l'ordre de grandeur, oui, c'est possible. Oui, il n'y a rien de farfelu. Et l'objet va atteindre des vitesses absolument prodigieuses. C'est un objet qui va passer à une vitesse qu'on n'a jamais vue au niveau d'un objet céleste. Et je peux vous dire que ça va créer de méchants maux de tête, de méchants problèmes. Et c'est pour cette raison-là qu'il n'y a aucun ordinateur dans le monde, selon toute la technologie qu'on connaît, qui peut calculer et arriver avec la résolution d'une orbite précise, parce qu'il y a trop d'éléments à tenir compte et c'est trop complexe. Et d'entrer toutes les équations, les inconnues qu'on a actuellement, avec les divers objets en interaction en temps réel, eh bien, si vous faites une erreur dans une hypothèse de calcul, votre résultat, de toute façon, il est faussé. Et même malgré toute la science, les scientifiques sont en train d'apprendre des choses actuellement. Je peux vous dire, ils vont l'apprendre à la dure. Ça va être très, très difficile ce qui va arriver. Et donc, la seule façon de vraiment savoir ce qui va se produire, eh bien, c'est par des télescopes. Plusieurs télescopes basés dans l'hémisphère sud. Et vous remarquerez qu'il n'y a pas de télescope très, très important au niveau qui a été construit récemment en Nouvelle-Zélande. C'est sûr que c'est pas une bonne idée. La Nouvelle-Zélande est directement sur une faille, donc c'est une des premières parties qui va probablement disparaître lorsque les choses vont vraiment mal tourner. Vous avez des télescopes, par contre, qui ont été mis au pôle sud, à un endroit où ça coûte probablement 1000 fois le prix d'un autre observatoire, parce qu'il y a des vents jusqu'à 100 km/h, même au-delà de ça, des températures totalement inhospitalières, des froids immenses qui sont là-bas. Transporter l'équipement, ça coûte des yeux de la tête, c'est très risqué.
Et pourtant, ils ont été construire un observatoire là-bas. Tous les nouvelles observatoires sont tous dans l'hémisphère sud. Ça en prend plusieurs parce que si jamais l'Antarctique disparaît, ben, ça en prend un autre ailleurs. Et ces télescopes-là sont équipés de l'infrarouge. L'infrarouge, c'est de la très haute technologie. On parle ici d'un objet, naine brune. Même vous avez de l'infrarouge avec des lunettes. Ça prend une résolution d'infrarouge, une précision. Ça prend un niveau de refroidissement que seul l'azote liquide peut vous donner ou des produits comme ça. Vous devez vous devez créer une ligne de contraste de température extrêmement précise et très basse. Et puis, à ce moment-là, vous pouvez avoir un contraste et voir l'objet. Il faut que vous sachiez où regarder. Si vous vous trompez d'un arc, un petit arc dans le ciel, eh bien, vous pouvez manquer l'objet. Donc, c'est très, très complexe. Tout ça, moi, je suis de ceux qui croient que la Bible nous dit, pour les gens, là, je ne parle pas des gens de science qui, eux, le savent et la suivent en temps réel. Je parle pour les gens de ce monde. Eh bien, la Bible nous dit qu'il y a un grand signe dans l'Apocalypse 12, un deuxième signe apparu dans le ciel, un grand dragon rouge. Eh bien, éventuellement, on va voir une comète. Et c'est pour ça que le cercle céréalier ne contrevient pas à ce que la Bible nous dit. On voit quelque chose apparaître. Ça ne nous donne pas la couleur, mais c'est sûr que l'apparence va être rouge de cet objet-là, si on parle du bon objet. Alors voilà, ça termine pour ce qui est de, je dirais, la croisée des grands chemins. Je peux vous dire que si ça n'arrive pas, je vais sûrement être victime de moqueries, de plusieurs critiques, et puis je vais accepter ces critiques-là. Et ce que je peux vous dire, par contre, c'est que je souhaite pratiquement que, dans le fond, que en quelque part, en dedans de moi, je souhaiterais avoir tort, je souhaiterais m'être trompé parce que ça va être terrible. C'est vraiment terrible. D'une autre manière, je peux pas m'empêcher de penser que lorsque je vois ces événements-là s'approcher, pour moi, c'est une délivrance parce que vivre dans un monde comme ça, avec l'injustice qui se produit actuellement, avec tout ce qui se trame, et ce qui est difficile, c'est de voir que les gens, il y a des sonneurs d'alarme, il y a des gens qui vraiment font des choses pour essayer de dévoiler qu'est-ce qui se passe, avec des preuves. Maintenant, on peut plus se faire traiter de théoricien du complot. Les nouvelles sont en pleine face. Tout est là. Je veux dire, les gens qui n'ont pas vu que le monde change et a changé depuis juste 3 années, bizarrement, depuis la venue de Barack Obama dans le monde, ben écoutez, si vous ne voyez pas ça, je veux dire, il n'y a rien à faire. Vous pouvez continuer de dormir. Je pense que c'est peut-être la meilleure chose à faire. Profitez du temps qui vous reste parce que vraiment, le monde change et c'est en accélération. C'est en accélération. Et on voit les signes, au niveau de l'augmentation des tempêtes, des tremblements de terre, c'est exponentiel. Et oui, l'objet peut être plus proche et il peut avoir une période de temps où il y a une accalmie. Et cela s'explique très bien par la science. C'est que la Terre, actuellement, le noyau de la Terre se réchauffe. Le noyau se réchauffant, il y a de la fusion, pas de la fusion, mais la lave, il y a de la lave qui se crée, les matériaux fondent et ils vont migrer vers la surface. Et lorsque vous avez trop de pression, vous avez des tremblements de terre, vous avez des failles, les nouvelles failles qui se créent, puis les failles anciennes vont s'ouvrir. Ils bougent actuellement. On le constate. Maintenant, quand une faille bouge, vous avez une série de tremblements de terre, il y a un relâchement de la pression. Alors, vous avez une accalmie. Et là, lorsque la pression se rebâtit sous la faille se remet à reglisser. Vous avez une autre série de tremblements de terre, etc., etc. Et ça va de pire en pire. C'est un peu comme un cancer. Mais la Bible ne nous dit-elle pas que les douleurs vont être comme celles des douleurs de l'enfantement? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe au niveau d'un accouchement. C'est bizarre que l'exemple pris par le Seigneur de la femme enceinte, eh bien, c'est exactement au niveau scientifique ce qui doit se produire. Une femme qui va accoucher a des douleurs et des relâchements et des douleurs. Et plus on s'en va vers la fin, plus les douleurs sont rapprochées. C'est exactement ce qui va arriver au niveau de l'augmentation de pression d'un vase. Si vous voulez, vous prenez un contenant en acier, vous mettez de l'eau dedans, vous fermez le contenant étanche, vous le mettez au-dessus d'un feu. Bien, la pression va monter, l'eau va tourner en vapeur, et la pression de vapeur va monter. Là, le nombre de pressions en PSI va monter, va monter, va monter. Tant que vous donnez de l'apport en énergie, la pression monte. À un moment donné,
si ça vient au-dessus de la résistance du réservoir en acier, il va se produire une petite fissure. Et là, vous allez voir la vapeur sortir bzzz, à très grande force. Et là, il va y avoir une stabilisation, ça va relâcher la pression un peu à l'intérieur, mais là, l'apport en énergie continue, la pression se remet à monter. Et là, donc, éventuellement, la fissure deviendra plus suffisante. Ils vont en s'ouvrir un autre ailleurs où celle-là va s'agrandir, etc. Vous allez voir un phénomène. Et éventuellement, jusqu'à temps qu'il y ait une explosion, que ça fasse paf, puis que l'eau sorte pouf d'un coup, parce que là, la limite extrême du réservoir a été atteinte. Mais bien, c'est exactement ce qui se produit. Et ça correspond, et ce phénomène-là, on le voit en mécanique. Ce phénomène-là, eh bien, là, je perds mon idée, mais on le constate exactement lorsqu'une femme est enceinte et qu'elle tombe dans le travail, eh bien, il y a des cycles de douleur et des cycles de poussée qui se font et le travail s'exécute et le col, au fur et à mesure qu'il se relâche, la pression est relâchée, donc les douleurs viennent un peu moins fortes, mais là, à un moment donné, la pression augmente et ça fait ouvrir le col un peu plus, etc., etc. Et lorsque le col est ouvert, ben là, il y a le passage qui doit se faire. Normalement, si la femme est bien... ses hanches, le passage est bien constitué, eh bien, normalement, c'est plus là qui est le gros du problème. C'est vraiment au travail, c'est là que ça fait vraiment mal d'ouvrir ça, surtout le premier accouchement, quand le col est vraiment a jamais été élargi, eh bien, c'est la même chose qu'on constate dans la science et dans la mécanique. Alors voilà, je souhaite vraiment de tout cœur que, dans le fond, de me tromper, mais d'un autre côté, ces signes-là avancent et pour moi, c'est un peu une délivrance. Je regarde en haut, je dis Seigneur, je suis là, quand tu veux me prendre, bien, viens me chercher. Et en attendant, je fais mon possible pour essayer de parler de ces choses-là. Et je ne suis pas infaillible, je ne suis qu'un homme. Mais disons que je peux vous dire que j'ai vraiment rien négligé pour présenter ce cercle céréalier-là. Alors, c'est ça. On devrait l'avoir si le cercle céréalier était quelque chose qui prédisait vraiment un événement cosmique à partir du milieu du mois de décembre, en quelque part jusqu'au 21 décembre. Et l'objet va s'amener de l'orbite de Pluton vers l'intérieur de notre système solaire. Donc, les prochains mois vont être très déterminants. Ça correspond à l'avènement de la puce de façon mandatoire par le président du monde, Barack Obama. Et puis, voilà, c'est très significatif. Et si le cercle céréalier doit avoir raison, en quelque part, je m'attends à ce qu'il y ait, ce que la guerre qu'il y a eu avec Israël et la bande de Gaza, je crois que ces événements-là vont repartir. Maintenant, ça va être l'Iran qui va être impliqué. Et la Bible nous parle notamment de la destruction complète de la ville d'Ascalon. Et vous avez pu constater que durant les chauffourées, la guerre qu'il y a eu entre la bande de Gaza et Israël, une des villes les plus menacées et les plus à risque, c'était Ascalon. Les gens, pendant des jours, sont restés cachés. Il n'y avait aucune activité. Il n'y avait pas de gens dans les rues. La sirène n'arrêtait pas de sonner. C'était très terrible pour ces gens-là. C'était une des pires places avant même Tel Aviv. Il faut savoir qu'Ascalon, c'est très stratégique. C'est là que vous avez la haute technologie. Ils fabriquent beaucoup d'armes. Alors, pour l'ennemi, c'est une des premières cibles qu'il faut détruire. C'est Ascalon, c'est cette ville-là. Et la Bible nous prédit, nous prophétise la destruction de la ville d'Ascalon. Et ça, c'est assez pour faire en sorte qu'Israël va se sentir tellement pris qu'elle envoie des bombes nucléaires sur la tête de certains pays comme la Syrie. On a 20 000 soldats qui ont été rapportés, confirmés par la Chine, par la Russie, par les États-Unis, des soldats de la garde présidentielle iranienne qui sont en Syrie actuellement. Ça prend rien à ces gars-là de mettre la main sur les armes de destruction massive chimiques. Même ils ont peut-être un arrangement déjà. Écoutez, on ne sait pas, mais ils sont pas là pour rien. Et j'ai un rapport absolument à l'effet qu'il y aurait 20 000 soldats iraniens actuellement dans la bande de Gaza déjà en place. Ils sont rentrés lors du conflit qu'il y a eu la semaine passée entre Israël et la Hamas. Et donc, la situation pour Israël, c'est loin d'être terminée, ce n'est que le prélude.
mais le tout va passer par l'Iran. C'est l'Iran qui va être la pierre angulaire du début de la Troisième Guerre mondiale. Quand je dis l'Iran est la pierre angulaire, c'est-à-dire qu'Israël va être impliqué, mais c'est lorsque le conflit va commencer entre les États-Unis et l'Iran, incluant Israël, impliquant Israël, qu'on va voir vraiment les choses se dégrader extrêmement rapidement. Moi, je pense que cet événement-là va se produire avant la fin de l'année. Je peux me tromper, mais la manière que je vois les choses actuellement, et je vais en reparler un peu plus, les coûts sont calculés maintenant. Il y a un plan qui est déjà déterminé. Puis, d'ailleurs, on voit, bon, on a vu hier, il y a eu la défection, la démission de Ehud Barak en Israël. Ça, c'est vraiment assez spécial que ça arrive à ce moment-ci. Donc, je vous en reparle un peu plus. Et puis, merci d'avoir écouté cette capsule eschatologique du 27 novembre. Et puis, écoutez, que le Seigneur vous bénisse tout le monde. Et puis, j'aime beaucoup de recevoir des messages. Des fois, on me demande de regarder des documents. Je ne peux pas regarder tous les documents. Ça a été très, très difficile ici, personnellement. Le dernier mois, j'ai eu des gros problèmes au niveau de la construction. Pas la construction, mais au niveau de ma résidence. Et j'ai dû faire des modifications qui ont touché la structure. Ça devait être fait avant l'hiver. Ça a coûté une fortune. Puis c'était une course contre la montre. J'ai pas arrêté de travailler. Et puis... Donc, je veux vous dire aussi que je travaille très activement à la suite du témoignage de ma petite fille Gabrielle qui a subi un accouchement, en fait pas un accouchement, mais sa naissance a été très très difficile. Comme vous le savez, vous allez avoir les détails et beaucoup de vidéos qui ont été prises qui prouvent des choses que j'avance. Alors ça, c'est quelque chose que je mets beaucoup de cœur, beaucoup de temps actuellement. Mais il y a tellement d'événements je pense que les gens qui ont actuellement des blogs ou qui parlent des prophéties, eh bien, savent plus où donner de la tête. C'est que c'est vraiment... si vous voulez sortir une nouvelle, faites-le dans la journée. Sinon, il est trop tard, vous en avez une nouvelle. Vous en avez une nouvelle qui remplace celle-ci, puis à ce moment-là, vous êtes déjà en retard dans les nouvelles. Et en cette date du 27 novembre 2012, je vous annonce que le président Morsi a déclaré la loi martiale. Eh bien, eh bien, eh bien. Quelle surprise pour les Égyptiens. Ils étaient dans les rues à à crier contre Israël. Ils voulaient marcher en martyr sur Jérusalem. C'était le party, c'était l'euphorie de ce nouveau président qui, la Bible nous annonce, va être plus cruel que le précédent. Et n'allez pas visiter l'Égypte actuellement. Mon fils, mon plus vieux, a été visiter l'Égypte il y a 3 ans. C'était un voyage extraordinaire. Et je lui avais dit, parce que je savais ce qui s'en venait, j'ai dit, écoute, profite-en puis prends bien des photos, tu ne retourneras plus là de ta vie, c'est fini. Ah oui, oui, papa, oui, t'es sûr de ça? Oui. Aujourd'hui, il regarde et puis il constate qu'est-ce qui se passe. Il me dit l'autre fois, il dit, papa, j'aurais jamais pensé que ce que je vois là soit possible. Alors voilà, je suis pas devin, c'est que je lis la Bible, je regarde ce qui se passe. Et ce qui est sûr actuellement, nous avons une convergence de toutes les prophéties des derniers jours, sans aucun moindre risque d'erreur. Tout se déroule actuellement ensemble et converge vers 2012-2013. Je pense que 2012, le 21 décembre, on va avoir un méchant changement de l'humanité. C'est une date butoir et qui va créer une déchirure de ce qu'on a connu avant et l'après. Ça ne veut pas dire qu'il va arriver un cataclysme cette journée-là. Je ne sais pas, peut-être que c'est possible. On va peut-être être surpris. Je ne peux pas vous dire. Je sais qu'à ce moment-là, Planète X, selon Sac Céréalier, traverse l'écliptique à ce moment-là. C'est une période très, très critique, très dangereuse. Mais elle est encore tellement loin, elle le fait tellement loin que je peux vous dire que on risque d'avoir des problèmes avec le soleil, oui. Mais je ne sais pas à quel niveau. Je ne peux pas vraiment vous dire. Ces choses-là, on va les voir. On est à la croisée des chemins. Je vais être avec vous. Je vais prier pour vous. Mais il faut regarder aussi ce qui se passe avec Israël actuellement. Et c'est très, très significatif ce qui s'est passé et ce qui se prépare aussi. Alors, donc, je vais terminer cette partie que je vais appeler la croisée des grands chemins,
qui revient un peu sur une rétrospective de ce que j'ai parlé déjà, le secrétariat d'Avebury et tout ça, ma position vraiment réelle. Il se peut que le 21 décembre, ça soit une journée un peu comme les autres, puis que ça soit une semaine après qu'on ait vraiment des nouvelles et que les nouvelles déboulent. Tout est un peu possible, alors, mais cette date-là, pour les forces occultes, pour l'élite, ils ont une fascination, ils l'ont imprimé sur le dollar américain. N'allez pas croire qu'il ne se passera rien. Il y a une signification, vraiment, et ils aiment aligner leurs événements, les faire correspondre à des événements astronomiques. Et l'événement astronomique le plus rare, c'est celui qui va se produire à cette date-là, c'est-à-dire le passage du Soleil au niveau de l'équateur galactique. Donc, il y a tout lieu de croire qu'il va se produire quelque chose. Et je vais vous parler d'un nouveau code biblique qui a été trouvé, qui nous annonce que le 22 décembre, c'est un changement majeur pour le monde de cette année. Et le 22 décembre de cette année, eh bien, la date est donnée dans le calendrier juif et le 10 de Tevet, et le 10 de Tevet correspond au 22 décembre. Donc, à partir du 21, le 22, on a un changement majeur dans le monde. Le code biblique de l'équipe de Eliyahu Rips nous parle. C'est un code qui a été trouvé, je pense, au mois d'octobre de cette année, juste un peu avant les événements qui se sont passés à Israël. On va en reparler de ce code-là. Alors, merci de votre écoute. Et la suite de cette série-là, on va rentrer dans le vif du sujet au niveau de ce qui se passe sur Israël. Alors, merci beaucoup de votre écoute. Et n'oubliez pas, la prière, c'est vraiment très, très important. Et sortez votre Bible et regardez les événements, comparez-les aux Écritures. Je vais vous donner du matériel à ce niveau-là, mais vous pouvez déjà aller lire Isaïe 19 et regarder les nouvelles de ce qui se passe en Égypte avec des images. Je vais vous montrer des images. L'Égypte est à feu et le Caire actuellement est complètement sans dessus-dessous. Et rien ne va plus là-bas. Alors merci, soyez bénis.